La franc-maçonnerie telle qu'elle existe aujourd'hui résulte de la fusion opérée en 1717 en Grande-Bretagne de deux courants préexistants. La société alchimiste des Rose-Croix, qui était une société d'occultisme, et la fraternité des maçons libres et acceptés, qui était une sorte d'ancienne corporation de bâtisseurs, de maçons, de charpentiers, et qui était un peu tombée en quenouille et qui avait été remise en vigueur en acceptant comme membres des gens qui n'avaient rien à voir avec la profession de maçon. Donc, association d'une corporation professionnelle, d'une part, et d'une société occultiste. Quel était l'intérêt de cette association qui a donné naissance à la franc-maçonnerie, puisque la Rose-Croix n'existe plus depuis cette date-là en tant que société occulte? C'est qu'on peut penser que la fraternité des maçons libres et acceptés donnait une sorte de façade de respectabilité sociale, alors que la Rose-Croix occultiste apportait le fond fondamental, l'impulsion idéologique fondamentale qui animait ce groupement. Qu'est-ce que c'est que cette société des Rose-Croix? On la connaît assez mal, elle s'enracine dans le haut Moyen-Âge. Certains prétendent que Luther était Rose-Croix. Les Rose-Croix ont eu parmi leurs membres très proches de d'eux des gens comme Comenius, qui a joué un rôle très important au siècle XVIIe. Et toujours est-il que certains prétendent, et ça paraît d'ailleurs assez probable, que la Rose-Croix elle-même s'enracine dans l'ordre du Temple, cet ordre qui était devenu tout à fait désordonné et qui a été condamné par le pape et détruit par le roi Philippe le Bel dans les années 1300 et des poussières. Donc il y a une certaine continuité des Templiers aux Rose-Croix et une continuité certaine, les Rose-Croix à la franc-maçonnerie, puisque les Rose-Croix ont donné naissance à cette franc-maçonnerie. Pour accréditer ce que je viens de dire, voici un texte d'un rabbin, Elie Ben Amazagh, du rabbin Doab, dans un livre important qui s'appelle Israël et l'humanité. Que dit ce rabbin? Il existe dans la franc-maçonnerie une doctrine secrète, philosophique et religieuse, introduite par les Rose-Croix gnostiques lors de leur fusion avec les maçons libres en 1717. Cette doctrine secrète de gnose est l'apanage exclusif de la franc-maçonnerie idéographe, c'est sûr. On voit il y a donc une double origine maçonnique, l'origine corporative des francs-maçons, la corporation des maçons libres acceptés, et l'origine gnostique occultiste des Rose-Croix. Cette double origine se retrouve dans la symbolique maçonnique. Et j'ai eu l'occasion de passer l'autre jour à côté d'une loge à New Hatley, pas très loin de Sherbrooke. Et bien dans la loge de New Hatley, on voit exactement le symbole que vous avez ici au tableau, c'est-à-dire le compas et l'équerre, symbolique se rattachant à la corporation des maçons, et au centre l'étoile à 5 branches avec la lettre G. La lettre G, en symbolique maçonnique, ayant beaucoup de significations, mais l'une de ces significations la plus fréquente étant le G de la gnose. Tirons quelques leçons de cette origine. La fusion des deux sociétés, maçons libres et acceptés et Rose-Croix occultistes, est à l'origine de l'actuelle franc-maçonnerie, premier point. Il en résulte une double tradition et une double symbolique. La double symbolique, nous venons de le voir. Il en résulte une double idéologie. L'une qui est affichée, c'est le libéralisme, l'autre qui est secrète, c'est la gnose, ou l'occultisme. Et comment peut-on présenter le but de la maçonnerie? On s'aperçoit que ce but est plus religieux que politique. On le trouve remarquablement formulé dans les textes de la haute vente italienne, qui est une structure maçonnique de très haut niveau, qui dominait une bonne partie des maçonneries européennes dans les années qui vont de 1815 à 1850. Que disait cette haute vente? Voici un des textes qui date de 1819. Notre but final est celui de Voltaire. C'est le but de la Révolution française, c'est l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui, si elle restait debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétuation plus tard. Fin de citation de cette haute vente italienne de 1819. Un autre franc-maçon de la haute vente a eu une formule qui est, je crois, également assez éclairante pour définir le but maçonnique. Il le dit carrément en inventant un nouveau vocable. Il s'agit, disait-il, de décatholiciser le monde. Décatholiciser le monde, tel était l'objectif de la franc-maçonnerie dans son aspect essentiel. Quelques mots sur l'organisation maçonnique.
Quand on parle d'organisation maçonnique, il faut distinguer l'organisation visible, qui est de nature administrative, qui est importante mais qui n'est pas la plus importante, et l'organisation des grades, qui est de nature occulte. Voici comment ceci peut être schématisé. Dans l'organisation visible, vous avez les obédiences, qui sont différentes structures maçonniques, comme la Grande Loge en France, la Grande Loge nationale, le Grand Orient. Il y a des officiers qui sont élus, il y a des convents. Le convent, c'est un peu le mot américain convention, c'est-à-dire ce sont des parlements, des réunions, des congrès. Il y a le Conseil de l'ordre, il y a le bureau, il y a le grand maître. Il s'agit là d'une structure démocratique au sens classique du terme, en ce sens qu'elle est basée sur l'élection. Mais, se superposant à cette organisation administrative visible, il y a une organisation occulte des grades, avec des grades inférieurs, apprentis, compagnons, maîtres, et des grades de degrés plus élevés, qui sont au nombre variable, suivant l'obédience, ça va de 8 à 33, suivant le cas. Et là, la structure n'est plus du tout démocratique, il s'agit d'une structure élitiste, c'est l'appel d'en haut qui remplace l'élection. On ne passe d'un grade au grade supérieur que si on est appelé à ce grade supérieur par les membres des gens qui en font partie. Comment schématiser cette organisation? C'est une organisation pyramidale. Le schéma qui est au tableau est forcément imparfait, mais il essaye de rendre compte d'une structure qui est assez complexe. J'ai représenté là des francs-maçonneries de rang N, N plus 1 et N plus 2. Les carrés, c'est les initiés du rang N plus 2, les croix, c'est les initiés du rang N plus 1, les zéros, c'est les initiés du rang N. Et vous voyez que ce qui caractérise cette structure, c'est que vous avez des gens du rang N plus 1 qui appartiennent simultanément au rang N, mais qui ne sont pas connus de leurs collègues du rang N comme appartenant au rang supérieur. Ce qui fait que ces gens, les croix qui sont cerclés, qui appartiennent à la fois au rang N et N plus 1, qui se connaissent entre eux parce qu'ils appartiennent au rang N plus 1, peuvent se concerter entre eux et peuvent diriger le rang N sans que leurs collègues du rang N se rendent compte. C'est ce qu'on appelle l'obéissance aux supérieurs inconnus, c'est la direction par des supérieurs inconnus. Le grand écrivain Léon de Poncin, qui a remarquablement analysé la franc-maçonnerie dans ses livres, représentait par la formule que je vais mettre au tableau cette schématisation. La franc-maçonnerie, disait-il, est une superposition de sociétés secrètes dans laquelle chaque grade connaît l'existence et les secrets de son groupe et des groupes inférieurs, mais ignore ce qui se trame et se décide dans le groupe immédiatement supérieur. Donc chaque grade, je répète, connaît les secrets de son groupe et connaît les secrets des groupes inférieurs, mais il ignore ce qui se trame et se décide dans les groupes immédiatement supérieurs. Et ce sont des gens du groupe immédiatement supérieur qui, de facto, le font fonctionner. La franc-maçonnerie, pour exercer son action sur l'opinion, puisque son principal but est de nature idéologique, utilise des relais. Des relais sont très nombreux, ce sont des sociétés paramaçonniques qui sont inspirées par la franc-maçonnerie, et parmi ces relais, il y a des organisations comme en France, par exemple, la Ligue de l'enseignement, qui se présente ouvertement comme une maçonnerie extérieure. Et nous verrons dans le cas du Québec, il y a un certain nombre de relais de la franc-maçonnerie qui ne sont pas des maçonneries, mais qui ne cachent pas leur amitié, leur coordination, leur travail en commun avec les francs-maçons. Parmi les relais les plus connus à l'échelle mondiale figurent les Rotary et la Lions Club. Voici comment, dans la revue Historia, dans un article à la gloire des francs-maçons, étaient présentés les Rotary, ou plus exactement étaient présentées les relations entre Rotary et franc-maçonnerie. Je cite le texte au tableau, tiré d'Historia. On dit parfois que le Rotary et le Lion sont des émanations anglo-saxonnes de la franc-maçonnerie. La majorité des Français rotariens ou Lions s'inscrivent en faux contre une telle allégation. Ils ne sont pas maçons, et c'est vrai. Certains sont même des anti-maçons convaincus, hostiles à l'image sectaire donnée par le Grand Orient à la franc-maçonnerie française de 1900. Et pourtant, ces clubs sont bien d'essence maçonnique, l'essence maçonnique est en italique. Ils sont un véhicule d'idéaux maçonniques, de fraternité, de solidarité et d'universalité, et beaucoup de leurs dirigeants sont francs-maçons. Donc retenez simplement l'importance de ces relais qui permettent à la franc-maçonnerie d'agir au loin sans forcément se découvrir. Quelle est la méthode principale utilisée au sein des loges maçonniques? L'année dernière, je m'étais pas mal appesanti sur cette méthode, je la rappelle ici très rapidement. Elle est caractérisée par 4 principes. Liberté, égalité, fraternité et suggestion à des meneurs de jeu inconnus.
Par la liberté totale de pensée, la liberté totale de conscience, on s'affranchit de l'autorité de tout ordre qui transcende l'homme, qu'il soit naturel ou qu'il soit surnaturel. Par l'égalité, on s'affranchit de l'autorité des hiérarchies naturelles dont les pouvoirs viennent de Dieu. Par la fraternité, en loge, qui exige l'adhésion de tous à l'opinion commune, on réduit les vérités religieuses, philosophiques, morales et politiques au minimum qui est accepté par tous. Il est bien évident qu'une société qui se fonderait uniquement sur ces principes de liberté, égalité, fraternité, au sens maçonnique de ces mots, ne pourrait pas fonctionner parce qu'elle aboutirait très vite à l'anarchie. Il faut donc un facteur d'ordre, un facteur de direction. Ce facteur de direction, c'est la suggestion à des meneurs de jeu inconnus, suivant le schéma triangulaire ou pyramidal que je vous ai présenté tout à l'heure. Les gens d'un rang N étant dirigés par des gens d'un rang supérieur, sans qu'ils le sachent, puisqu'ils ne connaissent pas les gens du rang N plus 1 qui participent à leurs travaux. Par la suggestion à des meneurs de jeu inconnus, on oriente dans le sens voulu par les loges, on oriente dans le sens voulu par ces supérieurs inconnus, le travail de la loge. Vous imaginez la redoutable efficacité des principes d'action ainsi conçus, d'un mécanisme ainsi conçu, efficacité à l'intérieur de la société de pensée pour déstabiliser ses membres qui ne peuvent plus se rattacher à une vérité objective et pour les manipuler, efficacité dans l'action extérieure si les mêmes méthodes, liberté, égalité, fraternité, suggestion des supérieurs inconnus, si les mêmes méthodes sont utilisées au sein des relais de la franc-maçonnerie. Et il semble bien que ce soit par exemple le cas pour le Rotary Lions Club. Les francs-maçons se réunissent généralement en loge appartenant à la même obédience, Grand Orient, Grande Loge, etc., et au même grade. Mais à côté de ces réunions en loge, il y a des réunions fraternelles. Qu'est-ce que c'est qu'une fraternelle? C'est une réunion de francs-maçons d'obédience et de grades différents, mais appartenant soit à la même profession ou ayant la même chef d'intérêt particulier en domaine artistique, dans le domaine culturel, dans le domaine historique, peu importe. Vous avez en France, par exemple, des fraternelles parlementaires, des fraternelles de grands ministères, des fraternelles de grandes sociétés nationales, etc. Alors, dans ces fraternelles, il y a en France, je ne sais pas si c'est le cas au Canada ou aux États-Unis, il y a une fraternelle pour le Rotary et une fraternelle pour le Lions Club. Quelle est la conséquence? C'est que un certain nombre de gens du Rotary et du Lions Club se réunissent, qui sont francs-maçons sans que leurs collègues rotariens le sachent, se réunissent dans la fraternelle du Rotary et peuvent se concerter ainsi pour diriger les Rotaries sans que les Rotariens le sachent. C'est le rang N plus 1 qui dirige le rang N, c'est l'existence même de supérieurs inconnus. Quelques mots sur le type d'activité des loges. Les loges se présentent toujours comme des sociétés de pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une société de pensée? Ce sont des sociétés assez strictement organisées, assez bien structurées, qui ont une activité interne et une activité externe. Activité interne, elle fonctionne en chambre de réflexion, laboratoire de pensée. Il s'agit de définir des modèles de société à 5, 10, 20 ans d'avance qui ensuite seront réalisés par l'autorité politique. Fonction également des loges, d'écoles de préparation à l'action. C'est là qu'on a préparé le personnel, par exemple, politique de la Révolution française, personnel politique, qui ensuite, une fois formé dans les loges, est venu carrément au pouvoir à partir de 1789. Activité extérieure, il s'agit d'une action à long terme sur l'opinion, il s'agit de créer des états d'esprit nouveaux, de créer des consensus, sans faire savoir que le consensus en cause est d'origine maçonnique, sans se faire savoir que l'état d'esprit nouveau a été lui-même élaboré en loge, et cette activité extérieure s'opère principalement à travers les relais dont j'ai parlé tout à l'heure. Relation entre francs-maçons, il est très rare que dans les loges maçonniques on donne des ordres. On agit surtout à base de suggestions. En général, il n'y a pas d'ordre directement donné, parce que s'il y avait des ordres directement donnés, en remontant la filière hiérarchique, on pourrait casser le cloisonnement horizontal, rappelez-vous le schéma pyramidal, qui caractérise tout à fait la franc-maçonnerie. Quel est le cas de l'action maçonnique sur la politique? Le type d'action maçonnique, il faut distinguer trois cas. Il y a le cas normal, ce pourquoi la franc-maçonnerie est faite. La franc-maçonnerie s'intéresse beaucoup plus au long terme qu'au court terme, beaucoup plus à la grande politique qu'à la politique politicienne. En France, nous la considérons comme la chambre de réflexion de la République. Nous la considérons comme le pouvoir spirituel
qui inspire le pouvoir temporel républicain. Et son action est facilitée par la réelle maçonnique, c'est ça, ce pourquoi la franc-maçonnerie est conçue, ce pourquoi elle est remarquablement adaptée. En période révolutionnaire, l'action est différente. Les loges, en tout cas les loges de bas grade, les plus visibles, s'effacent, cessent plus ou moins leur activité, disparaissent, et la franc-maçonnerie s'efface en apparence, il n'y a plus d'activité visible. C'est pour ça que pendant la Révolution de 89, grosso modo entre 89 et 99, pendant une dizaine d'années, les francs-maçons tiennent tous les guets de commande de la France, mais on ne voit plus l'action, les loges maçonniques ne sont plus visibles. Enfin, vous avez le cas exceptionnel, qui est le cas français actuel, dans lequel la franc-maçonnerie se transforme en ligue d'action politique directe, ce pourquoi elle n'est pas spécialement bien faite. Ce fut le cas en France sous la Troisième République avant la guerre de 14, c'est le cas en France sous la Cinquième République d'une manière assez nette, quand vous savez qu'actuellement dans les ministères français, en gros, qui comptent 40 à 45 ministres et secrétaires d'État, vous avez des francs-maçons qui sont de l'ordre de entre 7 et 12 francs-maçons dans les cabinets ministériels. Quand un cinquième ou un quart d'un cabinet ministériel appartient à la franc-maçonnerie, il est évident que la franc-maçonnerie est directement imbriquée dans la politique politicienne, dans la politique quotidienne, et c'est le cas exceptionnel. Pourquoi en est-il ainsi en France? Je n'ai jamais eu de réponse claire à cette question. Quelques mots sur le caractère occultiste de la franc-maçonnerie. Je disais que l'idéologie maçonnique se décompose en deux parties. Le rationalisme pour le bas grade. Le rationalisme, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est pas de vérité universelle, pas de vérité universelle révélée. Une morale que l'homme se fait à la force du poignet. Et en politique, les idées libérales de 89. Dès qu'on monte en grade, apparaît l'occultisme. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'occultisme. Nous avons ici une brochure remarquablement bien faite de notre ami Jean Vaquier, intitulée « Occultisme et foi catholique ». C'est un résumé très bien fait des 20 principaux thèmes gnostiques ou occultistes. Si vous voulez savoir avec précision ce qu'est l'occultisme, avec une brochure rapide à lire et très précise, achetez cette brochure verte. Mais parmi les thèmes occultistes que l'on trouve, qui sont toujours les mêmes, quel que soit le mouvement occultiste, vous avez toujours le panthéisme, la réincarnation, le système ternaire, le spiritisme, c'est-à-dire l'appel aux démons pour connaître les choses cachées ou avoir son aide. Je dis deux mots, le système ternaire, c'est la théorie selon laquelle il y a trois mondes, le monde physique, le monde astral et le monde spirituel. Il y a trois principes dans l'homme, corps physique, corps intermédiaire au corps astral et esprit. C'est tout à fait contraire à la doctrine du bon sens, à la bonne doctrine catholique, dans laquelle on vous apprend que le monde composé humain est composé de matière et de forme, c'est-à-dire de corps et d'âme. Il y a deux principes d'être, il n'y a pas trois principes d'être dans le composé humain. Toujours est-il que les occultistes tiennent absolument à ce système ternaire, et que le dit système ternaire est une des marques de l'occultiste et plus facile à repérer. En voici la présence dans la franc-maçonnerie. J'ai mis au tableau un extrait du livre de Boucher, qui est un franc-maçon, sur la symbolique maçonnique. Et il vous dit quelle est, d'après les francs-maçons, l'explication du triangle avec l'œil omnivoyant au sein du triangle. Figure 43, l'œil divin dans le triangle, l'explication du franc-maçon Jules Boucher. L'œil symbolise sur le plan physique le soleil, sur le plan intermédiaire ou astral la verbe, sur le plan spirituel le grand architecte de l'univers. Intérêt de cette indication, c'est que vous voyez là le système ternaire, plan physique, plan astral, plan spirituel, apparaître dans un bouquin de symbolique maçonnique. Tout ça pour dire que le système ternaire, qui est un des thèmes occultistes les plus importants, figure tout à fait classiquement dans la symbolique maçonnique. Que peut-on dire de cette symbolique maçonnique? En résumé, voici quelques notions à retenir. On y retrouve les marques classiques de l'occultisme, le panthéisme, la réincarnation, le système ternaire, le spiritisme. La Kabbale ou l'ésotérisme juif en constitue le fond. On le voit d'ailleurs très bien dans le grand livre du franc-maçon américain Albert Pike, intitulé Morals and Dogma. La Kabbale en constitue le fond, la Kabbale juive. Il est réservé, cet occultisme, aux grades élevés de la franc-maçonnerie.
Et il constitue un phénomène bien réel d'inspiration satanique, où Satan se présente plutôt déguisé en ange de lumière, mais c'est un phénomène qui est réservé aux grades élevés et dont les francs-maçons de grades inférieurs peuvent ignorer tout à fait, d'une manière à peu près totale. Quelques mots sur les rapports entre judaïsme et franc-maçonnerie. Là, j'insiste pas, je fais simplement deux citations de rabbins. Citation du rabbin Citruc, qui est grand rabbin de France, dans une émission faite à France Inter, émission de radio, au moment du bicentenaire de la Révolution. Que disait ce grand rabbin de France? Texte au tableau: le judaïsme imprègne tout le monde moderne, notamment avec la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme. Comme la Déclaration des droits de l'homme est d'essence maçonnique, a été élaborée en loge, comme les francs-maçons, l'idéologie des droits de l'homme, c'est l'aspect politique du rationalisme maçonnique, on peut dire que le judaïsme se réclame d'une doctrine qui est typiquement maçonnique. Il y a donc entre les deux des passerelles extrêmement actives. Le rationalisme maçonnique se rapproche donc du judaïsme, comme le dit le rabbin Jo Citruc. Par ailleurs, l'occultisme maçonnique se rapproche de la Kabbale. Voilà ce que dit à ce sujet-là le rabbin Elie Ben Amozek dans le livre que je citais tout à l'heure, Israël et l'humanité. Ce qu'il y a de certain, dit ce rabbin, c'est que la théologie franc-maçonnique correspond assez bien à la théologie de la Kabbale. D'autre part, une étude approfondie des monuments rabbiniques au 1er siècle de l'ère chrétienne fournit des preuves nombreuses que l'Agada était la formule populaire d'une science réservée qui offrait par les méthodes d'initiation les ressemblances les plus frappantes avec l'institution franc-maçonnique. Fin de la citation du rabbin Ben Amozeg. Et j'arrête là mes remarques sur les relations entre judaïsme et franc-maçonnerie dans le domaine du rationalisme politique et dans le domaine de l'occultisme kabbalistique. Pour montrer l'importance de la franc-maçonnerie dans la politique et l'intérêt que nous avons à examiner ce phénomène actuel, voici quelques événements qui ont été pris au fil de l'actualité. Je ne cite que certains de ceux qui sont au tableau. En juillet 1984, la commission d'enquête du Parlement italien sur la loge maçonnique P2, qui a fait beaucoup parler d'elle à ce moment-là, a dénoncé, je cite, l'infiltration concertée et massive de la maçonnerie dans les principaux centres de pouvoir, tant civils que militaires, du gouvernement italien. La même année, c'est le grand maître du Grand Orient de France, 1984, qui révèle la présence de 10 francs-maçons au sein du cabinet Fabius. L'année suivante, c'est Rome qui intervient en rappelant que les points de vue philosophiques et les conceptions morales de la maçonnerie sont en opposition absolue avec la religion catholique. Donc, importance de la franc-maçonnerie du point de vue français, importance de la franc-maçonnerie du point de vue italien, puisque les loges maçonniques, comme le disait le rapport parlementaire, ont investi les principaux centres de pouvoir civils et militaires, importance de la maçonnerie du point de vue romain, pour que le Saint-Siège ait fait en 1985 la répétition d'une déclaration qu'il avait faite déjà en 1983. Histoire de la franc-maçonnerie en France, quelques mots rapides sur cette histoire. La franc-maçonnerie, créée en 1717 sous sa forme moderne en Grande-Bretagne, mais réunissant des activités préexistantes, débarque en France en 1721 par l'institution à Dunkerque de la loge Amitié et Fraternité. Et très rapidement, la franc-maçonnerie envahit la France à tel point que, à la veille de la Révolution de 89, il y avait plus de 700 loges sur le territoire français et dans l'armée française. À la texte au tableau, à la veille de la Révolution, écrit l'historien maçonnique Louis Blanc, la franc-maçonnerie se trouvait avoir pris un développement immense, répandu dans l'Europe entière. Elle présentait l'image d'une société fondée sur des principes contraires à ceux de société civile. Fin de la citation, qu'est-ce que ça veut dire? Les sociétés civiles d'Ancien Régime, aussi bien dans les pays catholiques et dans une certaine mesure dans les pays protestants, étaient basées sur le décalogue, sur l'ordre naturel, sur les 10 commandements de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une société fondée sur les principes contraires à ceux de la société civile? C'est une société fondée sur cette antithèse du décalogue qu'elle que constitue la fameuse Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ces déclarations, la franc-maçonnerie en revendique avec joie et orgueil la paternité. Un franc-maçon qui s'appelle Bonnet a dit ceci, texte au tableau: quand s'est écroulée la Bastille en 1789, la franc-maçonnerie a eu l'honneur suprême de donner à l'humanité la charte.
qu'elle avait élaboré avec amour. Le 25 août 89, la constituante du gouvernement français de l'époque, dont plus de 300 membres étaient maçons, a définitivement adopté, tel qu'il avait été longuement étudié en loge, le texte de l'immortelle Déclaration des droits de l'homme. Et de fait, cette Déclaration des droits de l'homme a été diffusée très massivement au début de cette révolution de 89 sous la forme qui est au tableau. C'est une gravure de l'époque qui représente les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme gravés sur 2 tables de pierre mises côte à côte. Il s'agissait de bien montrer l'analogie avec le décalogue qui avait été gravé par le doigt de Dieu sur 2 tables de pierre qui ont été remises à Moïse sur le mont Sinaï. Et cette présentation même de la Déclaration des droits de l'homme de 89 montre bien que dans l'optique maçonnique de l'époque, cette déclaration remplace la loi ancienne, remplace le décalogue, loi de l'Ancien Régime, et c'est la loi nouvelle qui désormais doit présider aux destinées des sociétés de l'époque. Et pour bien montrer le caractère maçonnique de l'opération, on voit au sommet de l'image un personnage angélique qui montre du doigt ce fameux triangle avec l'œil omnivoyant qui est visiblement la signature maçonnique de l'opération. Je ne vous fais pas le détail de l'histoire de la franc-maçonnerie en France. Vous savez qu'à partir de 1789, tous les pieds de commande du pays tombent entre les mains de francs-maçons, ce qui fait que la franc-maçonnerie a été faite par un personnel maçonnique. Et sous la révolution de première du nom, celle de 89, on voit, en ce qui concerne la maçonnerie, 2 phénomènes assez curieux. Premier phénomène, la franc-maçonnerie, en tant que structure relativement visible, s'efface. Elle n'a plus d'activité visible, les loges ne se réunissent plus, son personnel est au pouvoir, et la franc-maçonnerie en tant que telle n'apparaît plus, alors qu'elle apparaissait beaucoup au préalable. Deuxième phénomène assez curieux, le phénomène des purges. Les gouvernements révolutionnaires français ont été bâtis sur le principe de la purge, exactement celui qui a été repris par les gouvernements communistes après Lénine. Nous avons eu les Jacobins qui ont purgé les Girondins, ou liquidé physiquement les Girondins si vous préférez, et les Thermidoriens qui ont liquidé les Jacobins, Brumaire qui a liquidé les Thermidoriens, etc. Et il en résulte le phénomène suivant. À partir du moment où vous avez un gouvernement basé sur le principe de la purge, à partir du moment où le personnel politique est à 100% franc-maçon, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des francs-maçons qui purgent, qui liquident physiquement d'autres francs-maçons. Ce qui fait que, et ceci est reconnu par tous les historiens, maçonniques ou non, le régime français qui a été le plus sanguinaire à l'égard de la franc-maçonnerie est le régime de la Première République, qui était un régime entièrement dirigé par des francs-maçons. Ce sont des francs-maçons jacobins qui ont liquidé des francs-maçons girondins et ainsi de suite. La maçonnerie reparaît en force sous le Premier Empire. Elle est également très puissante sous la Restauration. Et sous la Restauration, on voit dans l'histoire de France ce phénomène qui est également une constante de la méthode maçonnique. Les francs-maçons aiment être systématiquement dans les allées du pouvoir et dans l'opposition au pouvoir. Sous la Restauration, on verra les francs-maçons entourer le malheureux Charles X, avant de trahir en 1830, et en même temps comploter contre la monarchie des Bourbons avec le fameux complot des sergents de La Rochelle. Je passe sur les événements qui suivent, l'avènement de la Troisième République avec la Commune, qui est une révolution maçonnique, qui a été réprimée avec une extraordinaire violence et un caractère inhumain de cette répression par un gouvernement franc-maçon. Là encore, ce sont des francs-maçons qui purgent d'autres francs-maçons dans une certaine mesure. Sous la Troisième République, à partir des années 1875, la franc-maçonnerie joue un rôle de plus en plus important. C'est elle qui a mis sur pied notre réforme scolaire, et elle est considérée à l'époque comme la chambre de réflexion de la République. Bon, j'arrive à l'actualité. Actuellement, je disais que dans les cabinets ministériels, un quart de ces cabinets est constitué de francs-maçons. En gros, la maçonnerie française comporte à peu près 10 styles, c'est leur chiffre, 70 000 membres, répartis en 3 obédiences principales, Grand Orient, Grande Loge et Grande Loge nationale française. Ils sont à la fois dans les allées du pouvoir et dans l'opposition au pouvoir. Ça, c'est une attitude systématique. En France, lors de la guerre d'Algérie, vous avez eu des francs-maçons du côté du pouvoir et des francs-maçons du côté de l'Orient. Deuxièmement, ils se répartissent systématiquement
dans un large éventail politique qui va de la droite à la gauche et de l'extrême gauche à la fausse droite. Quand on voit que les francs-maçons jouent systématiquement toutes les cartes politiques de la droite à la gauche, on peut se demander est-ce qu'il y a une doctrine maçonnique cohérente en matière politique? Est-ce qu'il y a une doctrine maçonnique tout court? Voilà ce que répondent les francs-maçons. On dit la franc-maçonnerie, les francs-maçons contredisent désobéissance, ils disent aussi l'ordre avec un grand O. Ils reconnaissent ainsi qu'il y a plusieurs francs-maçonneries dans le monde, mais que l'esprit maçonnique est un. Et effectivement, quand on creuse l'action maçonnique, soit dans les partis de gauche, soit dans les partis de droite, on s'aperçoit qu'il y a un esprit maçonnique qui est bien parfaitement uni. Cet esprit maçonnique, on peut le décomposer en deux morceaux. Le rationalisme, les idées libérales, si vous préférez, pour les bas grades, et l'occultisme pour les hauts grades. Donc il faut bien se rappeler que l'idéologie maçonnique, l'esprit maçonnique, comporte une composante libérale, les idées libérales, les idées révolutionnaires, les idées 89, et une composante occultiste. Et que la composante occultiste est très importante, et c'est une grave erreur de la négliger, ce qui est assez souvent fait dans les études sur la franc-maçonnerie. Voici ce qu'on peut dire très schématiquement sur cet occultisme maçonnique qui aurait justifié à lui seul un exposé d'une heure ou deux. On peut dire qu'on y retrouve les marques classiques de l'occultisme. L'occultisme a 36 aspects, il peut être oriental, il peut être occidental, il peut être guénanien, il peut être théosophique, il peut être tout ce que vous voudrez. Mais quand vous éliminez les aspects accidentels de l'occultisme, les grands thèmes de l'occultisme gnostique sont toujours les mêmes, et en particulier les quatre que j'ai évoqués se retrouvent partout. Panthéisme, réincarnation, système ternaire et spiritisme. La Kabbale ou l'ésotérisme juif en constitue le fond, et c'est un fait que tous ceux qui ont étudié sérieusement la Kabbale, comme par exemple Papus avec son livre sur la Kabbale, montrent bien que tout l'occultisme occidental est sorti en ligne directe de la Kabbale. Cet occultisme est réservé au grade élevé de la franc-maçonnerie, et il constitue un phénomène bien réel d'inspiration satanique, où Satan se présente plutôt d'ailleurs déguisé en ange de lumière.